demandé et Canal+ l'a réalisé. Retrouvez désormais tous les programmes de Dunia TV et tous les programmes de Bonferré Télévision sur les bouquets Canal à partir de la formule Access. Kuna samun Dunia TV kan Canal+ akan lamba 281. Bonferré mu lamba zongihinka da wahakucin dihinka bo. Facile à retenir, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Accédez également à plus de 24 chaînes télé-radio offertes selon votre abonnement. Akan Canal+ shirye-shirye masu mahimmanci kuke samu. Cimi daino. Kala tonton. Sai an jima. À bientôt sur Dunia TV. Au revoir et à bientôt sur Bonferré. Canal+, à vos côtés. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amis jeunes, chers frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de Bonferré Télévision et Radio, c'est avec un véritable plaisir que nous vous retrouvons cet après-midi dans la dynamique de ce que vous connaissez, ce rendez-vous hebdomadaire qui nous réunit chaque vendredi. Votre émission Jeunesse Active. Jeunesse Active aujourd'hui dans sa logique de sensibilisation et d'intérêt sur des questions d'actualité en rapport avec les jeunes en particulier, aborde aujourd'hui une problématique qui est encore d'actualité que nous avons incessamment abordée sur ce même plateau, la question du coronavirus, la question de la Covid-19. La Covid-19, de mémoire de tous, on s'en souvient encore, cette pandémie qui a défrayé la chronique, qui a intéressé tout le monde pratiquement, qui a été en tout cas un moment décisif dans la vie de tout un chacun, avec son corollaire. Cette période de coronavirus, les jeunes d'aujourd'hui doivent donner de la voix, les jeunes doivent donner leur perception, comment ils l'ont vécu, comment les mesures restrictives qui ont été en tout cas imposées pendant cette période, comment les jeunes l'ont perçu, quel a été l'impact de ces mesures dans leur vie, mais évidemment, l'après-Covid-19 actuellement, comment les jeunes toujours perçoivent cette question de la pandémie. Voilà ainsi donc l'intitulé, le contenu de ce rendez-vous de jeunesse active, d'où notre problématique, la Covid-19 et l'après-Covid-19, quelle perception des jeunes. La Covid-19 et l'après-Covid, quelle perception des jeunes. Sur ce plateau, je reçois 4 invités, 4 jeunes donc très dynamiques. Ils sont jeunes, ils sont des étudiants, ils donnent de la voix aujourd'hui sur cette question. Premier invité, nous avons avec nous Issoufou Mamoudou. Il est étudiant en lettres et communication à l'université Abdoumouni de Niamey. Issoufou, bonsoir. Bonsoir, merci Seydou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Notre deuxième invité, il est aussi étudiant en première année de médecine. Il se nomme Abdourahmane Youssouf. Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Troisième invité sur ce plateau de jeunesse active ce soir, nous avons un autre Abdourahmane Husseini cette fois-ci. Abdourahmane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir aussi accepté d'être là avec nous. Quatrième enfin invité, nous avons avec nous notre frère Atikou Issa. Atikou aussi certainement qui sera de votre incessamment, Inch'Allah. Atikou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir aussi accepté notre invitation. Alors, comme je l'annonçais tantôt, avec vous, nous allons aborder cette question qui, somme toute, est encore d'actualité, la question de la pandémie. Il s'agit, comme je l'ai annoncé, en tant que jeune, en tant que, en tout cas, acteur d'une frange, une frange très importante de la société, la frange de la jeunesse. Quelle est donc votre perception? Comment vous avez vécu cette période aussi triste? Quand on s'en souvient, aujourd'hui, l'après-Covid, comment vous la vivez également? Alors, ici, je vais commencer avec vous. Alors, l'après-Covid, quelle est votre perception de cette pandémie? Voilà. Tout d'abord, merci, M. Seydou. Permettez-moi ici de témoigner toute ma reconnaissance et mes encouragements à nos amis de la presse, les hommes des médias que vous êtes.
vous n'aménagez aucun effort à mettre à la disposition de la population, c'est-à-dire l'éducation, en tout cas de façon permanente, et l'information à la minute. Vous arrivez à édifier la population. Donc, aujourd'hui, la problématique qui se pose sur la Covid, l'après-Covid, l'avant-Covid et l'après-Covid, la perception que nous jeunes, nous donnions à cette situation. Aujourd'hui, M. Seydou, permettez-moi de vous dire qu'avant l'arrivée de cette pandémie, le monde entier a été secoué par-ci, par-là, par cette maladie, et jusqu'à atterrir même sur le sol africain. Du sol africain jusqu'au Niger. Et dans les localités les plus reculées, si vous rentrez, je peux vous dire que dans l'administration, les administrateurs, ils croient, ils disent tout ce qu'ils pensent de la situation. Mais sincèrement et honnêtement, la population n'y croit pas. Je vous dis, pour tous ceux qui ont l'habitude d'effectuer des voyages dans les coins les plus reculés de ce pays, il n'y a pas un lieu ou une localité où des matériels n'ont pas été achevés. Mais je vous avoue que la population va à ses obligations comme il le faut. Maintenant, par rapport aux mesures restrictives qui ont été mises en place par le gouvernement pour freiner la propagation de ces virus, moi je pense bien que ces restrictions ont mis mal à l'aise le bon fonctionnement de la vie. Alors les mesures, il faut, on va revenir sur les mesures. Alors vous, quand on vous prend de façon personnelle, de façon individuelle, la Covid-19, vous l'avez vécu comment? Comment vous étiez moralement, psychologiquement, d'un point de vue socialement parlant aussi? Vous étiez comment pendant cette période-là? Moralement, nous avons été gênés. Nous avons vécu une situation vraiment d'impasse par rapport à la question de la Covid. Et socialement, nous avons été pris en tenaille par cette Covid, par ce virus. Primo, sur le plan moral, il est à se rappeler que lorsque ça a débarqué, de part et d'autre, on s'était dit que voilà, il faut qu'on observe pour voir maintenant quelle sera l'action qui sera posée ou bien quel sera l'aperçu qui sera donné par rapport à nos regards, par rapport à ce que nous pensions. Parce qu'au tout début, nous estimons que quand on dit que voilà, c'est une maladie ravageuse qui atterrit dans un pays ou bien dans un continent, le mieux, c'est de se donner les moyens de la prévenir, de la guérir. Et au parfum des choses, on s'est rendu compte que c'était juste un blasphème. C'est juste que des situations de par sa source qui ont eu un tapage médiatique international assez costaud, si je peux le dire. Et donc l'ordre mondial a su mettre en place, c'est-à-dire ce tapage, cette manipulation. En tout cas, voilà de façon personnelle sur le plan moral. D'accord. On va prendre aussi la vie de Youssouf. Comment vous avez vécu cette période de Covid-là? Comment vous étiez moralement? Il a été secoué, tapage médiatique. Vous aussi, quelle est votre perception? Merci beaucoup, monsieur. Permettez-moi d'abord de remercier l'ensemble des personnels de la radio et télévision Bonferré qui nous ont donné cette opportunité de se présenter ici sur ce plateau. Et sur ce point, nous dirons, genre, la Covid-19, nous l'avons vécu dans une situation très très inquiétante parce que pour nous, quand nous avons reçu l'information, avant même qu'on découvre un cas ici au Niger, nous étions des élèves, donc d'un coup on nous dit c'est fini, rentrez à la maison et jusqu'à une date ultérieure. Et de là, nous sommes dit cette situation est vraiment quelque chose qui devrait nous préoccuper. Et du coup, de part et d'autre, dans le monde, les informations qui nous parviennent fait en sorte que toujours nous sommes anxieux, genre on n'a pas la tranquillité dans nos cœurs. Nous pensons toujours que cette maladie est une réalité. Pour moi, c'est une réalité parce que j'ai vu, avant même l'arrivée,
je constate avant même l'arrivée de la Covid-19 au Niger, le gouvernement a pris des mesures pour nous dire de rentrer parce qu'avec le regroupement des gens, ça peut toutefois créer une autre situation. Donc, raison pour laquelle, bon, cette situation, nous étions vraiment inquiets. Nous étions vraiment inquiets et nous pensons que ça allait même nous arriver, quoi. Donc, alors cette inquiétude-là, vous avez géré ça comment? Vous avez su gérer ça? Oui, nous avons pu gérer ça par... nous avons eu à faire ce qu'on appelle maîtrise de soi, en restant, bon, toujours inquiet. Parce que avec les statistiques, les informations que nous sommes en train de recevoir, parce que quand vous prenez, imaginez au Niger, avant même le premier cas, nous étions à l'école, on nous a empêché de continuer les cours. Et juste après, ça ne fait que progresser de façon galopante. Donc du coup, nous nous sommes dit, cette situation est sérieuse. Donc pourquoi ne pas y croire? Et du moment où ce n'est même pas uniquement national et c'est international. Partout au monde, à tort et à travers, on entend des morts, des 1000 morts, 500 morts par jour. Donc c'est une situation qui est vraiment dévastatrice. Donc vous étiez inquiet, vous avez eu peur aussi d'être atteint par la Covid. Effectivement. Vous avez eu peur de mourir aussi. Bon, actuellement, comment vous avez géré ça dans la période Covid en tant qu'étudiant, bien évidemment? Permettez-moi tout d'abord de remercier l'ensemble des auditoires et auditrices de la radio et télévision Bonferré. Ensuite, d'adresser mes vives salutations à l'ensemble des techniques de la radio Bonferré. Voilà. La situation nous avons vécu la situation du Covid par un certain nombre de problèmes. Par exemple, lors du début de la Covid, nous avons tous, moi-même je fais partie de ceux qui disent que vraiment cette maladie n'existe pas. C'est juste une question de politique. Donc au fur et à mesure, on constate que vraiment cette maladie est une réalité. Une réalité pourquoi? Parce que chaque jour, on enregistre des cas et on enregistre des morts aussi. Et on sait que la pandémie, lorsque la pandémie, c'est-à-dire la personne est atteinte, il y a certains symptômes, même si on ne connaît pas ce genre de symptômes, les symptômes varient peut-être. On avait peut-être fait une comparaison entre la Covid et le rhume. Et on a vu qu'il y a une petite différence entre la Covid et le rhume. Maintenant, on sait que lorsqu'on a la Covid, même la poitrine, en essayant même lorsque on tousse, on sent que vraiment la poitrine, on se dirait que c'est le sang. Donc il y a une similarité entre les symptômes. Donc c'est pour ça que nous avons dit que vraiment c'est une situation politique et les politiciens veulent s'enrichir. Mais au fur et à mesure, lorsqu'on a vu la variation des cas, nous nous sommes dit que vraiment cette fois-ci, il n'est pas question de jouer avec la situation. Donc il y a du sérieux qui est là, Il n'est pas question de jouer avec notre vie est en danger. Donc il fallait prendre toutes les mesures et précautions pour pouvoir éviter d'atteindre cette maladie. Mais quand même la situation a été un peu profitable, si nous pouvons le dire, parce que lorsque les mesures ont été prises, et nous, en tant qu'étudiants, il y a les sites et autres là, nous cliquons sur les sites et nous faisons nos recherches. À travers ça, nous arrivons à faire les révisions et autres là avant de venir continuer les cours. Oui. Donc les 2 mois, ça a été quelque part bénéfique pour vous. Oui. D'accord. On va revenir certainement dans les détails, les éléments, qu'est-ce que vous avez fait pendant la période de Covid. À titre on va prendre sa perception de cette question de pandémie, de la Covid-19. Merci Zap de m'avoir donné cette opportunité. Tout d'abord, je remercie la télévision Bonferré pour cette initiative. Une initiative qui donne à la jeunesse la voix, qui permet à la jeunesse de s'exprimer. Alors, la question de la Covid-19, sincèrement, quand j'ai regardé ça à la télé, c'était très inquiétant. Je me demandais, et si cette situation arrive chez nous, comment nous allons la gérer?
J'étais là un jour, voilà, j'entends une déclaration, le premier cas. Le Niger aussi a enregistré son premier cas. A enregistré son premier cas. En tout cas, j'ai beaucoup salué les mesures de prévention. Enfin, même les premiers cas, la déclaration du premier cas, l'État avait mis un certain nombre de dispositions pour prévenir cette maladie. Alors je me suis dit, bon, peut-être avec ça, on va gérer moins de soucis qu'à l'étranger ou qu'à l'extérieur. Moi, le premier cas, j'étais en ville. Oui. Quand je l'ai appris, il est top. Voilà, je pense que je peux être victime. Puisqu'on dit que la maladie se transmet par une simple salutation, oui, par la toux, etc. Je me disais, peut-être que j'ai déjà rencontré quelqu'un qui a déjà cette maladie. Sincèrement, ça a été très inquiétant. Je me suis tellement inquiété. Bon, finalement, je me suis dit que même si ça m'arrive, moi, je sais que je vais pouvoir tenir, je vais vraiment pouvoir arriver à supporter. Je ferai tout pour épargner ma famille au cas où même ça m'arrive. J'ai envie de vous demander, vous gardez quoi en souvenir? Bon, c'est pas un souvenir puisque c'est pas, ça existe toujours, la maladie existe toujours. Il semble même qu'il y a des cas ces derniers temps, il y a des cas qui se multiplient. Vous gardez quoi concrètement de cette pandémie? Alors, la première des choses que j'aimerais dire à ce niveau, moi personnellement, ça m'a profité, ça m'a permis de pouvoir lire pendant cette période de confinement, ça m'a permis de faire beaucoup de recherches. Donc, je garde vraiment en souvenir que personnellement, je me suis amélioré d'un point de vue académique. Aussi, j'ai eu pas mal d'initiatives en ce moment-là, pendant cette période de confinement. Mais ça peut paraître paradoxal, on dit qu'il y a une pandémie, les gens sont à la maison, et paradoxalement, ça vous a été profitable apparemment. Oui. Bon, puisqu'on ne sort plus, oui. L'école a été fermée, bon, je pense que je me suis dit, bon, au lieu de rester sans rien faire, je dois profiter de mon temps. Je ne sais pas, au cas où même ça m'arrive, je sais que j'ai eu à profiter avec mon temps, quoi. C'était un peu dans cette idéologie que je me suis inscrit. Voilà. D'accord. Merci. Le temps de rappeler aux téléspectateurs, vous êtes à Bonne Télévision et Radio. L'émission c'est Jeunesse Active. Aujourd'hui, nous parlons de la perception des jeunes sur la Covid-19 et l'après-Covid-19. Alors, Issoufou, on va aller avec vous. Vous avez parlé de la médiatisation, la manière dont cette pandémie a été gérée. Qu'est-ce que vous reprochez justement à cette gestion de la pandémie, à la médiatisation, aux mesures qui ont été prises? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous les avez perçues? Voilà, merci M. Seydon. En fait, lorsque j'ai parlé de la médiatisation de la pandémie, là, ce que on dit aujourd'hui, un monde sans information n'est rien. Ce que les puissances ont compris, il faut passer par ce mécanisme de la communication pour faire passer et maquiller en toutes pièces la pandémie. Maintenant, lorsque ça a été matérialisé, vous avez entendu la déclaration du secrétaire général de l'OMS, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit que l'Afrique doit se préparer au pire. Et à l'état actuel où je vous parle, en Afrique, il y a des pays qui n'ont que jusque-là, je ne sais pas, 10 décès, ça aussi par ricochet, 1 décès, 3 décès. Le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui n'a enregistré que 70 décès. Comparativement aux autres puissances qui aujourd'hui ont des millions et des milliers de cas enregistrés, des décès, des morts, où on nous montre que voilà, nous allons atteindre au pire. Par rapport aux mesures restrictives, par rapport c'est-à-dire à cette communication faite, c'est que c'est d'avance. D'avance, c'est des consciences qui ont été psychologiquement préparées. Que voilà l'ordre mondial qui sera établi. Et de part et d'autre, on dit voilà ce que nous attendons de tel État, on doit nous accompagner. Aujourd'hui, les pays dans lesquels cette pandémie avait débarqué,
notamment la localité de Wuhan en Chine, ils étaient les premiers à éradiquer la maladie. Et du coup, comme si ça n'a jamais existé. Mais il dit que toujours les mesures restrictives là sont là. Maintenant, on nous montre aux yeux du monde et aux yeux de tous que voilà, quand ces mêmes puissances-là veulent établir un nouvel ordre mondial, ils ont leur mécanisme. Ils n'ont pas besoin de passer par 1000 chemins. Voilà, une simple situation suffit. Alors, il suffit à vous écouter, on a l'impression que vous partagez aussi l'avis de ceux qui croient à la théorie du complot. Parfaitement. D'accord. Moi, je crois à la théorie du complot. Donc, on va revenir certainement, on aura certainement le temps de... C'est votre perception, il suffit. Vraiment aussi, il y a par rapport à la gestion de la pandémie de la Covid-19, les mesures qui ont été prises, l'école a été fermée pendant 2 mois, les mosquées ont été fermées, des mesures de distanciation sociale, on se rappelle de toutes ces expressions. Alors vous, comment vous avez perçu la gestion de ces crises à travers les mesures qui ont été prises? En tout cas, nous, jugeons, pour nous, les mesures qui ont été prises nous ont été vraiment... nous avons profité de ce temps-là. Par exemple, la distanciation sociale, nous avons compris qu'aujourd'hui, nous étions des élèves en fait. Donc, ils nous ont demandé de rentrer calmement à la maison à une date ultérieure. Et du coup, nous nous sommes dit, bon, nous avons l'habitude de prendre part à la FADA, nous avons l'habitude d'aller sonner la ville de la nuit. Donc, nous nous sommes dit aujourd'hui, pourquoi ne pas revenir à la maison, rester, avoir un bon emploi du temps pour pouvoir gérer et profiter de ce temps-là. Et c'est ce que nous avons fait. À travers les mesures qui ont été prises, surtout je parle là, du couvre-feu, nous savons bien qu'à partir de 19h, nous sommes à la maison, personne ne peut sortir. Donc du coup, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas initier à la maison, comme je vis avec mes camarades élèves. Donc nous nous sommes dit, nous avons fait la terminale une fois, donc nous devrons profiter. Pourquoi ne pas créer, c'est-à-dire nous avons initié un travail de groupe ensemble. Et nous travaillons à la maison, comme on demande à tout le monde de rester à la maison. Nous avons resté, on travaille, on fait des exercices ensemble, on fait, jusqu'à ce que, parce que avant Covid, nous étions à l'école et que les cours commencent à être intenses. En ce moment, nous ne pouvons pas, un élève ne peut pas avoir le temps, en décembre, ne peut pas avoir le temps qu'il faut pour suivre le cours et avoir aussi le temps pour pouvoir s'exercer normalement. Comme nous, d'ailleurs, déjà nous savons qu'est-ce qui nous attend. Pour nous, avant, c'était des espoirs total parce que nous nous sommes dit, mais est-ce que nous allons revenir sur les tables bancs? Est-ce qu'il y aura les examens? Mais nous nous sommes dit, bon, nous sommes des candidats, on n'a pas besoin de prendre ça comme quelque chose que nous allons mettre en tête. Et nous sommes donnés corps et âme. Et voilà les fruits actuellement aussi étudiants. Donc je remercie le bon Dieu. Donc c'est le fruit de la Covid-19. Oui, c'est ça. D'accord. Peut-être le temps de rappeler aux téléspectateurs, vous qui nous suivez de là où vous êtes. Le numéro c'est le 93 01 34 55. 93 01 34 55. Nous vous donnons la possibilité de participer en direct à cette émission. Il suffit de nous écrire, c'est des messages SMS, pour nous poser vos questions ou envoyer votre contribution au débat. 93 01 34 55. Alors Abdelman aussi, j'ai envie de vous demander, les mosquées qui ont été fermées, les écoles qui ont été également fermées, toutes ces mesures qui ont été prises dans le cadre de la prévention de cette maladie, vous les appréciez comment? Vraiment, elles ont été efficaces à votre avis? De mon côté, je dirais oui. Parce que c'est ce qui a permis à beaucoup de pères familles de connaître leur milieu, leur famille. Il y a des pères qui sortent de 8h ou bien de 6h à 0h. Il y a des enfants qui ne connaissent pas leurs parents. Jusqu'à peut-être à 5 à 6 ans, ils ne connaissent pas leurs parents. Mais quand même, avec la Covid, ils ont pu reconnaître leurs parents parce que c'est une reconnaissance. Et aussi, nous aussi, personnellement, si je peux le dire, je dirais qu'on a vraiment profité de cette pandémie. Parce que grâce aux pandémies, je puis mettre un programme pour moi-même que voilà ce que je ferai de telle heure à telle heure. Je ne suis pas lassé je ne fais rien pour pouvoir me lasser en plus fortaison de faire mes activités. Alors ici, ce qui paraît très curieux, vous savez peut-être le téléspectateur qui vous suit aujourd'hui, ce qui paraît un peu curieux, voici des mesures qui ont été prises pour prévenir la maladie, pour éviter la maladie.
Et ces mesures-là, vous les avez transformées en faveur, en bénéfique à votre niveau. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, vous. Finalement, les mesures vous ont pas permis de prévenir la maladie, mais elles ont servi à d'autres fins. À tout coup. Ok. D'abord, dans un premier temps, je souligne que l'arrivée de la pandémie Covid-19, beaucoup de gens n'y croyaient pas à cette pandémie. Personnellement, au début, j'en faisais partie. Je n'y croyais pas. Bon, quand j'ai appris le premier cas, je me suis dit, bon, alors, maintenant qu'il y a des mesures restrictives. Le premier cas au Niger. Oui, au Niger, voilà. Maintenant qu'il y a eu des mesures restrictives, ouais, je me suis dit, alors, moi en tant que jeune, en tant qu'étudiant, je n'ai rien à faire que de profiter de cette période-là. Alors, ce qui m'a permis à faire plusieurs initiatives. Donc, entre autres, tout à l'heure, je disais que j'avais profité pleinement pour lire. Ça m'a permis de m'améliorer d'un point de vue académique également. Ça m'a permis également de préparer l'année suivante. Donc j'ai déjà anticipé sur le programme. Donc en gros, je dirais que bon, c'est vrai, il y a la pandémie, mais il ne faut pas faire de ça une préoccupation. Bon, ce n'est pas pour dire bon, qu'il ne faut pas y croire à la maladie, mais comment il faut profiter pendant cette période-là. D'accord. Alors lui, sa perception est claire. Hein. Lui, vous savez, il y a eu beaucoup de spéculations dans la gestion, même le déroulement de cette maladie. D'où le concept de théorie du complot aussi a vu le jour. Est-ce que vous partagez la perception de Issoufou? Pas totalement. En tout cas, au Niger, en tout cas, selon ce qu'il a dit, comme l'OMS l'a déclaré, que l'Afrique doit s'attendre au pire. Bon, au début, sincèrement, je pensais que c'était un complot. Mais quand j'ai vu les ravages que la COVID-19 a fait sur le monde entier, j'ai compris que est-ce que réellement les gens peuvent créer un truc qui va les détruire. Je me suis dit, bon, sûrement, même si c'est un complot, ça a mal tourné quand même. Voilà. D'accord, je vais prendre sur lui sa perception. On va aller sur lui sa perception pour vous poser des questions. Partagez son avis. Bon, pas totalement. Et pourquoi alors? Nous ne pouvons pas refuter dire que c'est un complot parce que nous voyons la réalité de nos jours, ce qui se passe. Est-ce que vous avez dans votre entourage un proche, un membre de la famille qui a été touché, qui est décédé de la Covid-19? Bon, pas vraiment, mais quand même dans notre quartier, nous avons appris un monsieur qui a été atteint par la Covid-19. Et avec ça aussi, on sait que vraiment de nos jours, lorsque vous vous trouvez face à certaines situations, il faudrait faire très attention. Parce que ça risquerait, c'est une maladie contagieuse et très dangereuse aussi. Donc personne ne va se permettre de rapprocher à la personne, même sa famille l'évite parfois. Donc notre curiosité ne nous a pas mené à rendre visite à ces gens-là pour pouvoir observer la situation qui se passe dans ce pays. Mais quand même, nous savons que les mesures, c'est-à-dire même la bavette qu'ils ont dit de porter, ça aussi c'est une autre chose. C'est peut-être même un gain, si je peux dire. Parce que lorsque vous marchez à l'air libre, il y a des microbes qui pénètrent dans les narines et dans la bouche, mais une fois vous portez la bavette, là vous pouvez être rassuré que vraiment là c'est une protection de même. Partout, tous les éléments, les mesures qui ont été prises, tout ça, moi je considère ça étant comme des bénéfices pour toute l'humanité et pour les Nigériens en particulier. Donc la perception des souffres aussi. Abdraman aussi, avec tous ces mois qu'on a annoncés, de centaines, de dizaines, de milliers un peu partout, aux États-Unis, en France, est-ce que vous partagez malgré tous ces chiffres-là la théorie du complot comme le soutien Issoufou? Monsieur, je dirais non. Moi, je ne partage pas au fait la théorie du complot. Pourquoi? Parce que je me suis dit, nous l'avons vécu pendant longtemps avant l'arrivée de la Covid-19, mais nous ne sommes jamais, c'est-à-dire nous sommes en train de vivre pendant longtemps, et c'est aujourd'hui, par exemple, l'année 2019 qu'on vient de nous dire qu'il y a une maladie. Donc, pourquoi ne pas y croire?
si nous prenons l'exemple, ce n'est pas seulement au Niger. Par exemple, si c'était au Niger, nous pouvons toutefois dire que c'est un complot. Les puissances, ils sont là, ils veulent toutefois créer les conditions parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes épargnés du néocolonialisme. Mais quand même, j'ai appris, je ne peux pas me rassurer à 100% dire que non. Les nombres, c'est-à-dire le nombre là qui sont en train de publier, ce sont les cas réels, mais quand même, je suis optimiste et je reste là-dessus. J'accepte et je suis parmi ceux-là qui croient à cette pandémie. Pourquoi? Parce que quand nous prenons même dans les quartiers, par exemple, nous dans notre quartier, les gens ont eu tellement peur que même si tu es malade, tu ne peux pas aller te faire soigner au fait. Pourquoi? Parce que la personne peut toutefois dire on peut me prendre pour m'emmener dans les cas là, en cas de quarantaine et consorts. Et je connais une personne qui a été mise en quarantaine aussi, vous comprenez un peu. Et aussi dans les quartiers, on voit l'ambulance là toujours, il est là en train de circuler en prenant les gens. Donc pourquoi ne pas y croire? Si aujourd'hui il y a un complot derrière tout ça, ça peut être réel, mais même s'il y a un complot, c'est comme l'a dit Atikou, c'est un complot qui est mal tourné parce que de l'autre côté, dans l'Occident, Amérique, États-Unis, Amérique, France, Chine, partout, il y a des morts. On entend parler de 100 cas, de 400 cas par jour. Donc c'est inquiétant et comme c'est une maladie qui est là, nous avons eu aussi à parler avec des docteurs qui nous ont dit, petit, il faut croire, cette maladie existe. Donc nous avons passé beaucoup de temps sans entendre parler de cette maladie. Donc comme on a parlé de ça, ça existe et je reste là. On va donner la parole à Issoufou aussi. Issoufou, certainement, les mémoires des Nigériens dans les villages reculés, ça fait l'objet de beaucoup de débats dans les fadas, etc. Chacun avance son argument de son côté. La théorie du complot, cette maladie n'existe pas. Il y a eu beaucoup de spéculations, comme je l'ai dit. Issoufou, est-ce que vous avez des éléments qui vous ont convaincu à l'inexistence de cette maladie? En fait, M. Seydou, comprenez ici que moi, ma position par rapport à la question de la théorie du complot, en fait, c'est de la partager avec nous. Qu'est-ce qui vous a convaincu à ne pas croire, justement? Voilà. D'abord, le premier aspect, je vous dis, quand la première publication a été faite, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo au tout début qui tournait où vous voyez des humains en train de hurler, n'est-ce pas, comme des chiens. On dit que voilà, c'est-à-dire que c'est la pandémie, c'est le débarquement de la pandémie. Maintenant, quelques jours, quelques semaines après, ça avait tourné autre chose qui a fait circuler des vidéos sur les réseaux sociaux. On dit que voilà, et même dans les médias, la CNN, BBC, Al Jazeera et bien d'autres chaînes, pas même les chaînes occidentaux, n'est-ce pas, les chaînes occidentales qui cachent certaines réalités de ce qu'ils vivent au quotidien. Mais ils ont montré qu'il y a des centaines de morts par jour, Italie, France, les États-Unis, tout ça, ça ne te rassure pas? Ça ne me rassure pas, M. Seydou. Pourquoi? Pourquoi ça ne me rassure pas? Parce que notre réalité sanitaire et la leur est différente. Elle est tout à fait différente. Et mieux, lorsque le médecin Didier, quand il faisait ses interventions, où le cas de l'Afrique a été évoqué, il a mis catégoriquement en bloc, il a réfuté l'idée selon laquelle non, que l'Afrique doit s'attendre au pire et que voilà ce qui a été établi. On dit que non, la chloroquine est à mesure de soigner cette maladie, il faut prendre des dispositions. Mais quand on part à la profondeur, aujourd'hui, vous prenez le cas du choléra, le cas du paludisme, aujourd'hui même Ebola. Moi, je crois plus à Ebola que la pandémie là. C'est sincèrement et honnêtement. Somme toute, c'est un avis, il n'y a pas de souci, c'est l'objet du débat, voilà. C'est un avis sous fou. Il est convaincu quand même. Les téléspectateurs qui nous suivent, certainement chacun saura faire sa part. Alors, on va parler de l'après-Covid. Cette période-là, on a vécu, on a vu beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites. L'après-Covid, comment vous la gérez? Après la pandémie, après la vie a repris son cours normal. La vie a repris son cours normal. Est-ce qu'on a oublié la pandémie actuellement? J'ai fait un peu de tour dans plusieurs services. Même les dispositifs de lavage des mains sont négligés. On dit que c'est rentré déjà dans les passés des gens. C'est comme si la pandémie n'a jamais existé. Alors que même récemment, il
il y a eu de nouveaux cas. En tout cas, selon la conception des gens avec qui j'ai discuté, pour eux, la pandémie n'existe plus. C'est du passé et c'est passé. On ne vous oblige plus à laver les mains avant d'entrer dans les services actuellement? En tout cas, j'ai fait plusieurs services. Il y a des endroits où les gens ils étaient exigeants par rapport au port de la bavette. Il y a des endroits où, bon, vous faites ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc, surtout les Nigériens, surtout dès le début, les gens n'étaient pas totalement convaincus de l'existence de la maladie. Et que bon, voilà qu'on dit que bon, il y a moins de cas et bon, les gens vont se dire, bon, déjà on les savait que c'était déjà un complot. Voilà. Donc, alors je vais vous demander à Tuku, en tant que croyant, en tant que musulman, quel lien faites-vous de ce passage de cette maladie et votre foi de musulman? Je dirais que c'était vraiment une épreuve de la part de la Subhanahu. Cette épreuve est venue nous secouer, nous rappeler, nous interpeller par rapport à nos comportements de tous les jours, par rapport à notre relation spirituelle avec Allah Subhanahu. Donc, en gros, je me suis dit que sûrement on a beaucoup dérapé et Allah voulait nous ramener à la raison. Il y a eu cette pandémie-là, avec tout ce qui s'est passé dans le monde. Donc il fallait qu'il y ait ça pour interpeller les gens, pour les ramener à changer de comportement en gros. Les ramener à l'ordre comme le dira le syndicaliste. Abdraman aussi, l'après-Covid, vous ne lavez plus les mains, vous ne portez plus de bavettes. Est-ce que c'est fini la maladie? Vous gérez comment l'après-Covid? De ma part, moi personnellement, même après la Covid, moi je porte la bavette. Parce que je sais que vraiment c'est vraiment intéressant de porter la bavette. C'est juste quelque chose qu'ils nous ont imposé et vraiment qu'on a pu adapter, moralement on a pu adapter ça. Et maintenant nous savons que vraiment ça c'est un bien profitable, donc nous devons profiter de ça aussi. Et nous ne disons pas que les mesures de barrière, les distances sont respectées, les distances ne sont pas respectées de nos jours parce que de nos jours nous croyons que la Covid a fait ses ravages en Afrique et a passé, bien qu'on n'a pas eu beaucoup de décès ici. Mais quand même ça existe. Ça existe, même tout récemment, on avait appris qu'il y a des cas qui ont été enregistrés. Maintenant, nous continuons à porter la bavette. Les mesures aussi, nous prenons quelques mesures, mais quand même, nous ne respectons pas. On n'avait pas oublié la maladie, donc. Voilà, on a failli oublier la maladie. On a toujours la maladie à l'esprit, on n'a pas oublié Covid-19. Voilà, ça c'est une histoire. Ça va se raconter aussi. Aussi, à vos enfants, à vos petits-enfants, certainement. Abdraman aussi, Covid après Covid-19, comment ça se gère? Oui, personnellement, monsieur, moi aussi, je garde moi que la Covid-19 a eu dans un temps, bon, à un moment, on a constaté qu'on ne parle plus de ça, donc pour moi, c'était fini, quoi. Bon, c'est par après, en écoutant les informations, j'ai appris de l'autre côté, la France, par exemple, a encore reconfiné les Français, donc je me suis dit, cette situation-là, bon, surtout avant, quand la Covid-19 était venue au Niger, on a constaté que, bon, nous sommes à une température élevée, quoi. Donc dans le mois de mars, juin, comme ça, au Niger, ça va. Mais cette fois-ci, voilà, nous sommes à un pas de décembre. Donc voilà, je me suis dit, même maintenant, ça reste. C'est pourquoi je disais toujours, bon, pour se rappeler de la pandémie, il faut se rendre dans certains lieux. Par exemple, quand vous voulez vous rendre à un commissariat, on va vous demander de porter la bavette. Quand vous voulez vous rendre quelque part dans un lieu, bon, il y a certains lieux, malgré qu'Atuk l'avait dit, par exemple, quand vous vous rendez dans certains lieux, on ne vous demande rien, c'est un lieu, c'est un service comme ça, on ne vous demande rien, mais il y a des lieux sûrs, tu es obligé, c'est une obligation, sinon la personne n'aura même pas l'accès. Donc c'est là-bas, quand on se rend dans des services, on se rend compte que jusque-là, la Covid existe. Donc l'affaire de la Covid-19 est toujours là. Voilà, mais alors par rapport à ça, moi, mon expérience personnelle, c'est que tout récemment, je rentrais dans une pharmacie, j'ai vu le vigile qui était devant. Il avait le dispositif de lavage de main, le vigile qui était juste à côté. Et je viens, je fais espoir, je lui demande, est-ce que je peux laver la main? Il dit, monsieur, si vous voulez laver, si vous ne voulez pas rentrer à la maison. C'est la réponse qu'il m'a donnée. Bon, je ne sais pas comment
j'ai compris qu'aujourd'hui les gens étaient un peu dégoûtés. Finalement, lui-même qui est censé obliger les gens à laver la main, vous voyez la réponse qu'il me donne, c'est un peu ça. Alors, il se faut aussi, on va revenir certainement, c'est le dernier tour de table, on me signale que nous sommes pratiquement au terme du temps qui nous est imparti. Alors, l'après-Covid, il se faut, comment ça se gère? Bon, monsieur Seydou, l'après-Covid, on est revenu du confinement, des mesures barrières, un temps où même entre mari et femme là est devenu dur. Et après la sortie là, c'est une question qui nous a tous battus. La situation, elle a pris un paroxysme où, quel qu'en soit ce que vous êtes en train de faire, sur tous les systèmes, tout est mis là, au rouge. C'est-à-dire tout est anéanti. Quand vous parlez sur le plan économique, même les marchands les plus reculés, les plus aisés même, ils disent que voilà ce que le débarquement de la pandémie. Alors j'ai envie de demander, est-ce que la Covid a eu un impact négatif sur les étudiants? Sérieux, un impact négatif. Lequel, par exemple? La bourse n'est pas payée, certainement. La bourse n'est pas payée, mais c'est d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le rattrapage et la troisième bourse qu'on est en train de payer. Non seulement les étudiants ont accusé 4 mois, n'est-ce pas, de grève d'emblée par les syndicats. Aujourd'hui, on rentre dans 2 ou 3 mois sans études. Et vous savez bel et bien qu'à l'université, perdre 1 heure de temps à d'office, des impacts, à plus forte raison, perdre 1 semaine, 1 mois de cours. Alors pendant les 2 mois de confinement, il n'y a pas eu de paiement de bourse? Non. Il y avait eu des programmations où on avait créé les conditions à ce qu'il y ait en tout cas un paiement et que les distanciations soient payées. Mais normalement, ça doit être en amont, pas après. Dans le confinement, ça a été juste vers la fin. Vers la fin, il y avait une programmation où ceux de la première année qui devraient percevoir leur bourse avant n'ont pas été mis de leurs droits et qu'on a créé les conditions que cela puisse être désintéressé. Il y avait eu du paiement. D'accord. Alors, est-ce que vous qui ne croyez pas à la maladie, est-ce que les étudiants à l'université, ils ont respecté réellement les mesures de barrières, les mesures de restriction? Bien sûr, M. Seydou, on ne défie pas un État. C'est que les gouvernements avaient le bon gré, malgré... Même le couvre-feu? Même le couvre-feu, bien sûr. D'ailleurs, nous étions ceux qui font partie de respecter, c'est-à-dire strictement, le couvre-feu, les gestes barrières, même les petites fadas là, tout le monde était parti dans sa chambre, s'est casé. C'est lui qui a à lire, n'a qu'à lire. C'est lui qui a à chercher quelque chose, n'a qu'à chercher. Même le Wi-Fi là, le lieu sur lequel les étudiants partent faire souvent leur recherche là, pratiquement ça a été empêché. Mais à peine que vous trouverez, en tout cas les étudiants en train de sillonner. Il y avait la psychose. Il y a toute la psychose là, mais on s'était dit que voilà, on va se remettre à Dieu. En tout cas, il a créé les conditions de nous faire goûter à cette épreuve. Donc, on ne peut que s'y adapter. D'accord. Voilà un peu. D'accord. On va prendre vos mots de la fin. On va prendre rapidement, chacun va dire son mot de la fin. Au terme de cet échange, de cet entretien, les gens qui vous suivent, qu'est-ce que vous avez à leur dire concrètement à Tipou? Bon, mon dernier mot, je dirais que la pandémie reste encore, en tout cas selon les statistiques que nous avons, la pandémie continue à faire des ravages. Nous appelons les uns et les autres à respecter les mesures barrières, particulièrement le port de la bavette. Donc, que les gens continuent à y croire et à se protéger. Protéger sa famille. À un moment donné, on ne se saluait pas main à main. Maintenant, on se salue, Natipou. Oui. Ça fait partie des mesures barrières. Ça fait partie des mesures barrières. Est-ce que c'est possible de respecter ça actuellement? Je dirais non. Je dirais non, puisque en fait, il y avait l'impact que la COVID-19 a suscité au niveau d'un point de vue économique. Donc, voilà, jusqu'à les gens étaient à un niveau où est-ce que réellement cette maladie existe? Ce qui fait en sorte que les gens aujourd'hui s'en foutent
pour respecter les mesures barrières. Donc, on s'est dit que déjà c'est un complot, c'est un montage. On a appelé surtout en Afrique, c'est privé de se donner la main, en tout cas ça veut dire beaucoup de choses. Donc, je pense que on doit être vigilant quand même. On doit être vigilant. C'est ça. Voilà. C'est ça. Abdelrahman, on va prendre votre mot de la fin. Au thème de ce débat, les gens qui vous suivent, qu'est-ce qu'on doit comprendre de votre message? Bon, de ma part, je dirais que cette maladie n'a pas pris fin. Donc, elle n'a pas pris ses valises d'abord, ses valises restent. Donc, elle a peut-être donné des descendants qui sont là en train de se propager ici. Voilà, donc de prendre toutes les mesures qui sont imposées, donc de faire le tout pour au moins respecter quelques-uns, parce que quelques-unes de ces mesures, parce que les autres mesures ne seront pas respectées. Par exemple, la distanciation d'1 mètre. On va dire que si vraiment, est-ce qu'on est des ennemis qu'on va s'écarter d'1 mètre. Donc il fallait trouver certaines solutions. Et dans les mosquées, vous n'avez pas pris 1 mètre à 1 mètre de distance entre vous? Non, on a ça, si vous dites ça, même lors de la situation de la pandémie, on n'a pas respecté ça, parce qu'il y a d'autres qui disent que faire 1 mètre avec toi, est-ce qu'on est des ennemis? Ou bien qui nous chasse à plus forte raison de mettre de telle distance. Donc on dit, il y a des éléments qui disent que ça, des hadiths qui disent que de venir de se coller, il y a eu beaucoup de choses, voilà, de ne pas s'éparpiller, de ne pas s'écarter. Donc pourquoi mettre des distances? On dit que c'est le destin. D'accord. Les musulmans, je ne dois pas oublier, il y a eu le Hajj qui n'a pas eu lieu à cause de la Covid-19. C'est l'un des souvenirs qu'il ne faut pas certainement voilà. oublier. On dit que c'est le destin. Le destin, tout ce que le destin nous allons l'accueillir avec à cœur ouvert. Alors qu'il faut le destin même. On a compris le message, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, le temps ne nous permet pas. Abdelrahman, on va prendre votre mot de la fin. Les jeunes qui vous ont suivi au thème de ce débat, cet entretien sur la Covid-19, l'avant, le pendant et l'après, qu'est-ce qu'on retient de vous? Monsieur, il faut se dire que ici au Niger, la jeunesse constitue la majorité écrasante de la population. Nous savons qu'au Niger, nous avons une population jeune. Donc, le message que j'ai à lancer, je vais lancer ça à l'endroit de la jeunesse nigérienne. Nous, jeunes citoyens, nous pouvons nous tous apporter une pierre à l'édifice pour éradiquer le coronavirus. Il ne faut pas avoir la conscience un peu dérangée en pensant que la Covid-19 n'existe pas. Actuellement, la Covid-19, la pandémie est là. Maintenant, c'est à nous de prendre des précautions pour pouvoir éradiquer cette pandémie. En faisant comme? En respectant les mesures barrières. Si des conditions ont été mises à notre disponibilité, à notre égard, de respecter ça, parce que la jeunesse, en fait, c'est une prise de conscience. Quoi. Il faut s'adapter. C'est dur, mais quand même, il faut s'adapter et de vivre comme ça. Il est important, quand il y a une situation qui a été prise, une décision qui a été prise par le gouvernement, pourquoi ne pas respecter ça? En respectant ça, on peut changer la décision, malgré que ce sont des décisions qui sont, des fois, on est habitué à se rendre qui s'opposent à notre liberté, on parle de couvre-feu, etc. On a l'habitude de faire la fada, on a l'habitude de partir dans des cérémonies, parce qu'il y a eu aussi l'interdiction des cérémonies. Les baptêmes, les mariages, les réunions, tout ça là. Des marches, des manifestations, oui, on se rappelle de tout ça. Et là, on se sent condamné. Mais quand même, il est important de noter ceci. Quand on prend par exemple, il y a un penseur anglais qui dit « Don't ask what you can do, what your country can do for you, but ask what you can do for your country. » C'est-à-dire, nous, jeunes, c'est à nous de faire quelque chose à notre pays et non de demander qu'est-ce que notre pays peut faire pour nous. Et c'est ça. Nous, notre mentalité aujourd'hui, je ne dirais pas que nous ne sommes pas en train de se lancer dans une nouvelle logique, mais quand même, il est important. Nous sommes toujours en train d'exiger une place. Nous sommes toujours en train d'exiger. Aujourd'hui, quand vous prenez même de la politique, il y a des gens, on a constaté que vraiment les jeunes sont en train de s'intéresser à la politique. Donc, de là,
l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et l'avenir se construit de maintenant. De ne pas dire, ah, il faut demain. Il ne faut pas procrastiner. D'accord. D'accord. On a compris le message. Certainement, ça me rappelle dans certains quartiers où les jeunes se sont opposés aux mesures de couvre-feu. Ça fait beaucoup de remous, beaucoup en tout cas de mouvements entre les éléments chargés de mettre de l'ordre et les jeunes dans certains quartiers. On espère que le message sera compris. La responsabilité et le rôle citoyen des jeunes est certainement engagé ici. On va prendre rapidement aussi votre mot de la fin. Les jeunes, les étudiants qui vous ont suivi, ils gardent quoi de vous, de votre passage à Montferré à la suite de ce débat sur la COVID-19? Bon, voilà. Donc, à la suite de ce débat, moi, je pense bien que lorsqu'une situation se présente, on ne peut pas défier tout le monde. On ne peut pas défier lorsqu'on dit que voilà ce qui est là, quitte à chacun de croire. Nous n'avons pas les mêmes niveaux, le même degré de la compréhension de la chose. Et ça dépend de notre culture et de l'angle où nous prenions. Mais à ce que je sache, en tout cas les étudiants de leur écrasante majorité, vous ne pouvez pas interroger parmi les 25 000 étudiants. Ou bien vous prenez les moins de 50 000 étudiants nigériens et vous trouverez parmi eux les 1000 qui vous diront que voilà, eux ils croient. Mais c'est que le temps a été bénéfique quelque part. Le temps a été bénéfique pour tous ceux qui ont des préoccupations, ont su s'adapter. Il y en a qui en ont profité, ils en ont profité pour avoir leur bac, comme ils l'ont dit. Beaucoup, beaucoup, parce qu'on a même assisté. Il y en a aussi qui ont lu, ils sont devenus des grands lecteurs. Personnellement, moi j'ai lu. Moi j'ai lu dans cet espace-là. D'accord. Donc maintenant, ce qu'il allait de retenir ici, lorsqu'une situation se présente, donc on prend la question comme étant c'est un destin et à bras ouverts. Maintenant le reste, les séquelles qu'elle a laissées, ça là moi je pense que c'est irrémédiable. D'accord. Ils sont irrattrapables. D'accord. Ça c'est clair. Certainement les jeunes vont croire à la maladie comme il faut aussi croire à la maladie. Peut-être les jeunes qui vont croire, en tout cas moi personnellement, moi je ne crois pas et je ne croirai pas. D'accord, voilà. Merci bien, c'est un avis. Alors, chers téléspectateurs, ici prend fin le rendez-vous de Jeunesse Active. Il était question des jeunes, leur perception, leur vision, comment ils ont vécu la période de la COVID-19 et comment ils vivent la période de l'après-COVID-19. Nos invités sur le plateau, nous étions en compagnie de Mahmoud Issoufou. Issoufou, merci d'avoir été des nôtres. Abdelrahman, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Abdelrahman, encore aussi, merci d'avoir été des nôtres. Atiko aussi, merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. De là où vous êtes, nous vous disons merci. Le message, il est clair. La COVID-19, ça a été un moment triste dans la vie de tout un chacun, un peu partout dans le monde, particulièrement au Niger. On n'oubliera pas les séquelles qu'elle a laissées, ses conséquences, son corollaire de mesures restrictives à notre liberté. Mais avant tout, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. La COVID-19 existe toujours. Nous sommes au parfum de l'actualité. C'est une maladie. Chacun doit œuvrer à sa manière pour se protéger d'abord, protéger son entourage, protéger son environnement. C'est cela notre responsabilité. Et là, on vous dit merci de rester fidèle au programme de Bonferré Télévision et Radio. Portez-vous bien. Merci à toute l'équipe de réalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.